d'être branché. Bell est toujours au rendez-vous. À brancher cette semaine, transférez vos photos dans l'ordinateur. Votre auto vous guide à destination. Et comment trouver votre information sur Internet. Bonjour et bienvenue à cette émission de Brancher. Nous sommes au Café électronique dans le Vieux-Montréal. La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Dans le cadre de cette fête, nous vous donnons quelques conseils. Tout d'abord, pour les gens qui seraient seuls et qui voudraient rencontrer l'âme sœur, eh bien, Joël nous propose une façon de le faire. Oui, Sophie, il existe plusieurs agences de rencontres sur le web. Cependant, la plupart sont payantes, mais il en existe des gratuites. C'est le cas, entre autres, de l'Agence de rencontres de Montréal. Comment ça fonctionne? Bien, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer son nom, une description de soi-même et surtout son adresse électronique, et ça s'affiche instantanément sur le site. Il y a aussi le quotidien électronique québécois, le Mat Internet, qui a une section d'annonces classées tout à fait gratuite. Ceux, par contre, qui voudraient étendre un peu leurs horizons, il existe un site américain qui s'appelle Web Personals, sur lequel on peut même mettre sa photo. Il faut s'inscrire, mais encore une fois, c'est tout à fait gratuit. Donc, pour rencontrer des gens, c'est une façon de le faire. Il en existe une autre, et c'est d'interagir en direct et par écrit avec d'autres internautes. On le fait sur IRC et sur le Palace. Alors, quelques petits conseils pour les internautes qui voudraient procéder de cette façon-là. Tout d'abord, un conseil de sécurité. Ne jamais révéler son identité, sa vraie identité ou encore ses coordonnées sur le réseau à de purs étrangers. Et si jamais vous devez vous fixer un rendez-vous, que ce soit dans un lieu public. Deuxième conseil, un conseil plutôt d'étiquette. N'abordez jamais quelqu'un en lui demandant son sexe. Il y a quelques ados mâles un petit peu trop fringants, peut-être, qui procèdent de cette façon-là. Je vous le dis tout de suite, ça marche pas. Troisièmement, IRC et le Palace, ce sont des univers où la séduction passe par le texte. Alors, soignez votre apparence, ça veut dire soignez votre orthographe, votre grammaire et votre vocabulaire. Quatrièmement, n'oubliez jamais qu'à l'autre bout du fil, il y a du vrai monde. Soyez respectueux des autres et on vous respectera. Et cinquièmement, c'est peut-être le conseil le plus important, soyez patient. Oui, c'est possible de nouer de vraies amitiés sur IRC ou le Palace avec des gens et c'est possible que ça aille plus loin. D'un autre côté, il ne faut pas se créer trop d'attentes, parce que si jamais on se crée trop d'attentes, la réalité risque de nous rattraper et puis on peut être déçu. Et pour ceux qui seraient casés et qui voudraient déclarer leur amour à la personne élue, voici une suggestion, envoyez-lui un de ces bouquets virtuels. Pour transférer sur ordinateur vos photos de famille ou des articles de journaux, ça vous prend un lecteur à balayage optique ou en bon français, un scanner. Oui, et effectivement, Sophie, on peut voir dans certains bureaux des scanners comme celui-ci, un monstre qui peut numériser jusqu'à 15 pages à la minute, en noir et blanc cependant, et qui coûte à peu près 3 000 $, ce qui est quand même pas rien. Mais ça, c'est en train de changer, parce qu'il est maintenant possible pour une famille de se procurer un scanner en couleur, de très bonne qualité, pour moins de 500 $. Denis Lajoie de Shawinigan est depuis peu l'heureux propriétaire d'un scanner. Désormais, plus question pour lui de s'en passer. Denis, pourquoi tu as décidé de t'acheter un scanner au départ? L'achat d'un scanner devenait une nécessité parce que je projetais de faire un site sur Internet et puis je me devais de numériser des images. Ça devenait un must, si je peux dire. J'ai découvert que je pouvais faire des photocopies, je pouvais envoyer des fax, malgré que je le savais au départ. Je peux faire aussi de la reconnaissance optique de caractère. Je peux faire plein d'affaires. Essentiellement, un scanner prend une photo du texte ou de l'image que vous voulez transférer dans votre ordinateur et la numérise, c'est-à-dire qu'il la traduit en un langage compréhensible pour l'ordinateur. Ce que vous avez alors, c'est une image graphique de ce que vous avez mis dans le scanner. Avant de décider d'acheter ou non un scanner, il faut connaître les principaux types d'appareils que l'on trouve sur le marché. Il y en a 3 grandes catégories. D'abord, les scanners à main, comme le Scanman Color de Logitech. Il ressemble à une grosse souris que l'on promène sur le texte ou la photo que l'on veut numériser.
Leur seul avantage, c'est leur prix, relativement abordable, entre 150 et 300 $. Un scanner à main peut suffire si l'on n'a l'intention que de numériser quelques photos ordinaires pour ses amis ou son site web. Mais si l'on a de grandes images ou encore du texte à numériser, ces limites deviennent vite agaçantes puisqu'il faut rabouter les parties de texte ou d'images que l'on a scannées. Il y a aussi les scanners à défilement, comme le ScanJet de Hewlett-Packard. Relativement peu coûteux eux aussi, entre 250 et 500 $, ils conviennent surtout à la numérisation de texte. Ce type de scanner est en perte de vitesse sur le marché, mais certains nouveaux produits emploient le même principe, comme un clavier compact à scanner incorporé et le scanner Photopad de Polaroid, ce dernier conçu pour scanner des photos couleurs de format standard. Enfin, dans le haut de gamme, il y a les scanners à plat, qui ressemblent un peu à un petit photocopieur et qui fonctionnent à peu près de la même manière. Pourquoi tu as décidé d'acheter un scanner à plat comme celui-là? Essentiellement, c'est parce que je voulais scanner des livres, des livres qui sont volumineux, et puis arracher une page du livre, c'est quelque chose qui se fait pas. Avec un scanner à plat, je peux ouvrir le livre, et puis, comme une photocopieuse, je peux scanner la page que je veux bien. Je peux scanner aussi des objets en 3 dimensions. Le couvercle s'enlève, c'est très pratique. La qualité de numérisation est généralement plus élevée qu'avec un scanner à main, ne serait-ce que parce qu'il est plus stable. Il offre aussi généralement plus de fonctions que les autres scanners, ce qui le rend plus flexible, mais aussi un peu plus compliqué à utiliser. Enfin, les scanners à plat sont plus coûteux que les autres types de scanners, mais pas tant que ça. On en trouve d'excellente qualité, comme le SnapScan d'Agfa, pour moins de 500 $, logiciel compris. Car il ne faut pas oublier les logiciels. Une fois que vous aurez choisi votre scanner, il vous faudra également choisir les logiciels dont vous aurez besoin pour vous en servir efficacement. Tout dépend de ce que vous voulez numériser. Si vous voulez scanner des photos, vous avez besoin d'un logiciel de traitement d'images. La plupart des scanners sont vendus avec un tel logiciel. Pour le texte, c'est un peu plus difficile. Avant de pouvoir travailler sur votre texte numérisé, vous devez le passer dans un logiciel de reconnaissance optique des caractères. Il faut comprendre que le scanner ne vous donne qu'une image de votre texte. Le logiciel de reconnaissance de caractères, quant à lui, interprète cette image et détermine si tel trait correspond à un P, à un signe de dollar ou à un A commercial. Quand tu fais de la reconnaissance optique de caractères, est-ce qu'il y a beaucoup de fautes dans le texte là, que tu reçois? Pour ce qui est des fautes lors de la reconnaissance optique de caractères, c'est très minime. Sur une page entière, il peut y avoir une quinzaine de fautes tout au plus, et puis c'est très facile à corriger manuellement. Ça sauve beaucoup de temps. Attention, assurez-vous que votre logiciel de reconnaissance de caractères comprenne bien le français. Sinon, vous risquez d'avoir à corriger toutes les lettres accentuées de votre texte. Et vous vous apercevrez bien vite que le E accent aigu est drôlement courant en français. Avant de commencer à scanner tous vos albums de photos, pensez à l'espace que ces images occuperont sur votre disque dur. Ainsi, un seul film de 36 poses, numérisé à haute résolution, peut facilement prendre jusqu'à 100 MB, soit l'équivalent de plus de 70 disquettes. En fin de compte, nous vous recommandons de vous procurer un scanner à plat, comme Denis, plutôt qu'un autre type de scanner, parce qu'il n'est pas tellement plus cher que les autres, parce qu'il offre un meilleur rendu et aussi parce qu'il peut scanner n'importe quoi ou n'importe qui. Après la pause, comment trouver votre information sur Internet? Ces jours-ci, Vous avez peut-être déjà lu les aventures du Scrameustache en bande dessinée. Eh bien, l'entreprise belge Dupuis, éditeur du Scrameustache, vient de faire le saut dans le multimédia en nous proposant sur CD-ROM sa version numérique qui s'intitule « Les Galaxiens ». Avec la sortie récente des versions numériques des BD classiques comme Tintin et Astérix, les bandes dessinées deviennent des BD-ROM. Ces satanés virus vont complètement saboter le vaisseau. Le vaisseau intergalactique des Galaxiens est attaqué tout à coup par de méchants virus informatiques qui bloquent entièrement le système du vaisseau. En toute urgence, le vaisseau se pose sur notre planète Terre. Votre mission consistera alors à débarrasser les Galaxiens de ces infâmes petits virus. Je m'appelle Bebop. Je suis l'ordinateur central de ce vaisseau. Pour y parvenir, il vous faudra parcourir l'intérieur du vaisseau de long en large tout en résolvant les différentes énigmes.
Voilà ce que vous proposent les auteurs de cette bande dessinée interactive. On voulait donc de la BD interactive, mais qui ne soit pas une simple adaptation de la bande dessinée. Il fallait que ce soit quelque chose de très interactif, avec beaucoup d'activités pour les enfants, donc beaucoup d'animation et beaucoup de jeux, et que tout soit cohérent. La réalisation de ce CD-ROM a exigé l'implication d'un scénariste, de 2 dessinateurs, d'un producteur, de 2 auteurs multimédia, ainsi que d'un programmeur durant toute une année. C'est fou comme on peut s'amuser avec un peu d'électronique. Attention, voici une galaxienne. Oh, il fait froid ce matin. Au départ, il fallait transférer le contenu original de la bande dessinée et adapter les aventures à la version numérique. On a donc remis aux dessinateurs du Scrameustache, Goss et Walt un scénario des aventures des Galaxiens. Tiens, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Quand on a commencé à parler de CD-ROM, d'informatique, de RAM et de je ne sais tout quoi, je me suis dit, on est parti pour une belle galère parce que moi, je n'y connais rien. Les temps changent et les supports aussi. Goss et Walt sont une équipe. Goss s'occupe de dessiner les décors et tout l'univers graphique du vaisseau des Galaxiens, alors que Walt se charge de dessiner les objets. Les dessins 2D terminés, restent à faire bouger les personnages. D'un point de vue technique, c'est la simplification extrême des animations qui ont permis de placer un grand nombre de séquences animées dans le CD-ROM. Bien que le CD-ROM Les Galaxiens s'adresse surtout aux enfants de 6 à 10 ans, Dupuis tente aussi d'attirer les fans de BD âgés de 7 à 77 ans, qu'ils soient utilisateurs d'un Mac ou d'un PC, qu'ils parlent anglais, français ou allemand. Cependant, les plus de 10 ans risquent de s'ennuyer car les héros de la version numérique de cette BD sonnent plutôt bébé. Et pour les amateurs de bande dessinée un peu plus vieux, la version numérique de Tintin au Tibet et d'Astérix et Obélix viennent de sortir cette semaine. Cependant, les 2 CD-ROM se présentent de la même façon. C'est une série de petits tableaux où l'on contrôle soit Tintin ou Astérix. Ce sont des jeux où on saute bêtement par-dessus les obstacles et où on frappe nos ennemis. En fait, en regardant les personnages déambuler sur mon écran, je m'ennuie de mes albums BD. Dernièrement, nous avons reçu plusieurs lettres de personnes qui se demandaient quel était le meilleur outil de recherche pour trouver du contenu sur Internet. Jean-Hugues, est-ce qu'il existe un outil de recherche par excellence? Non, il n'y a pas d'outil de recherche parfait. Ce serait trop beau si ça existait. Chacun, en fait, a ses qualités et ses défauts. Il s'agit de savoir comment les utiliser et puis on va donner aux gens quelques trucs. Une aiguille de couture, les aiguilles d'une montre, talon aiguille, l'aiguille du midi, une aiguille de seringue. Chercher de l'information dans Internet, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il existe une dizaine d'outils de recherche en français et en anglais, mais même avec tous ces outils, on n'est pas toujours certain de trouver ce qu'on cherche. Un des outils les plus populaires s'appelle Alta Vista. Si vous cherchez une aiguille, Alta Vista peut vous en trouver plus de 2000 dans sa botte de foin numérique. On peut alors préciser le type d'aiguille que l'on cherche en ajoutant un deuxième mot. Si on veut de l'information sur l'alpinisme, par exemple, on peut taper le mot « montagne » précédé du symbole « plus ». Mais on peut obtenir un degré supérieur de précision en ajoutant aussi un « plus » devant le mot « aiguille ». Puis, avec le symbole « moins », on peut exclure certains mots-clés, comme ici, la ville de Chamonix. Comme la plupart de ses compétiteurs, Alta Vista permet aussi de tronquer les mots avec un astérisque. C'est ainsi qu'on peut trouver des sites sur les aiguillettes, les aiguillons et les aiguilleurs. Pour découvrir d'autres secrets, nous vous conseillons fortement de consulter le fichier d'aide d'Alta Vista. Il en va de même, évidemment, pour tous les autres outils de recherche, comme Excite, par exemple. Excite est moins rapide qu'Alta Vista, mais ses résultats sont en général plus précis. De plus, Excite fait la critique d'environ 60 000 sites, ce qui peut vous aider à orienter votre recherche. Le petit dernier des outils de recherche s'appelle Hotbot, et il vaut le détour si vous avez besoin d'effectuer une recherche plus approfondie. Son interface conviviale vous permet de trouver, par exemple, des phrases complètes sans que vous soyez obligé de les inclure entre guillemets, contrairement à ce que vous devez faire dans les autres outils de recherche.
Mais Hotbot se démarque par ses 4 onglets en bas de page. Grâce à ces onglets, vous pouvez préciser davantage votre requête ou même spécifier le type de document qui vous intéresse, un son ou une image par exemple. Pour trouver des sons ou des images, par contre, nous vous conseillons plutôt Lycos. Son interface simple vous permettra de trouver plus rapidement les images d'aiguille dont vous rêvez. Yahoo est un autre site qui est très utile pour trouver du contenu sur Internet. Cependant, même s'il dispose d'une fonction de recherche, il faut le distinguer des grands outils de recherche comme AltaVista. C'est que Yahoo est avant tout un répertoire de sites. L'information y est classée par des bibliothécaires professionnels. C'est ce qui fait que lorsqu'on a une bonne idée de ce qu'on cherche, on le trouve plus rapidement sur Yahoo. Surtout sur sa version canadienne, qui offre le même contenu que le Yahoo original, mais avec un accent particulier sur le contenu canadien. Et le contenu québécois dans tout cela, eh bien, vous le trouverez surtout sur la Toile du Québec, un véritable Yahoo pour la belle province. Cependant, si vous voulez ratisser plus large et couvrir toute la francophonie, Francité, un site développé à Saint-Georges-de-Beauce, est sans doute l'outil que vous devriez mettre dans vos signets. Francité est le seul outil francophone qui vous permette de faire ce qu'on appelle des méta-recherches, c'est-à-dire des recherches en simultané sur plusieurs outils à la fois. Un site américain, Metacrawler, fait la même chose, mais attention, ces méta-chercheurs sont plus lents et ils ne vous affichent qu'un nombre limité de résultats. Bref, avec tous ces outils, mais surtout avec une bonne méthode, vous avez toutes les chances de ne pas perdre le nord et de trouver votre aiguille. Après la pause, un système multimédia dans votre voiture. Les sorties de secours sont situées à l'avant et à l'arrière de l'avion. En cas de chute de pression, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Pour gonfler les gilets de sauvetage, veuillez souffler dans les ondes. Le nouveau programme Superpoint vous offre un vaste choix de primes. Ainsi, les interurbains de Bell vous font accumuler des points échangeables, entre autres, contre des options de voyage. Profitez-en dès maintenant, parce que l'interurbain Bell, c'est super. Point. Hey! C'est juste pour rire! Avec Yvon Deschamps! Frapper un enfant, ça fatigue une maman? François Massicotte! Lise Dion! C'est moi! Gilles Latulippe et Martin Matt. Là, ma mère, faut que tu m'aides! C'est pas pire! Juste pour rire! Dimanche, 19h. C'est-tu le chemin? Non, mais je sais où me renseigner. Je suis membre CA. Je veux le chemin pour Fort Lauderdale. Tout est là-dedans. Mais avant, je vais vous donner la liste de nos garages recommandés. Madame, je suis pressé. Et la liste de nos rabais avant. Hey, dépêche! C'est vrai que c'est pas chaud aujourd'hui. Laisse faire. Vous pouvez aussi profiter des services de notre agence de voyage, hein, des services fancy. L'œil, l'image, l'ouïe, le son, le sens du toucher, le doigté. La clé de sol vous propose cet ordinateur Pentium Intel 150 MHz, 32 MB de RAM, CD 10X, disque rigide 1.3 GB, un écran couleur 14 pouces et Windows 95 à 1999 $ seulement à la clé de sol. L'image, le son, le doigté, la clé de sol, votre 8e sens, depuis 18 ans et pour longtemps. Au beau dimanche cette semaine, de dangereux voyageurs se propagent autour du monde à une vitesse vertigineuse. Les virus. Quel que soit leur nom, ils font peur. Comment lutter contre un ennemi invisible? Dossier retrace la route des virus. Mais d'abord, Salut Maestro rend hommage à l'OSM et à Charles Dutoit, toujours aussi débordant d'énergie. Ceux qui le fréquentent savent très bien que c'est très difficile de le garder assis sur la même chaise pendant plus de 5 minutes, disons. Les beaux dimanches, 20h. Vous êtes en voiture. Vous êtes dans un embouteillage et vous cherchez le meilleur chemin pour éviter la circulation. Eh bien, nos chroniqueurs circulation ont de la concurrence car la société Renault vient de développer un système qui nous propose le meilleur itinéraire. L'enfer de la circulation automobile. On s'impatiente, on gueule.
C'est encore pire lorsqu'on perd son chemin et qu'on tourne en rond. Est-ce que c'est parce qu'on est à Paris que tout peut rapidement devenir bordélique? En tout cas, les Français ont mis au point une solution. Le système de guidage qui est dans cette voiture permet de présenter au conducteur les manœuvres à effectuer à chaque carrefour pour aller de sa maison ou de là où il part jusqu'à une destination qui peut être le long d'une rue ou un hôtel ou un musée. Sur un CD-ROM, on a numérisé la cartographie de la France et des principales régions urbaines et le réseau complet de la voirie avec ses sens uniques et ses interdictions. Une fois dans le véhicule, vous donnez au système quelques informations. On est dans Paris, on va rentrer l'avenue Kléber par exemple. Le véhicule compare sa position avec celle de 4 satellites en orbite autour de la Terre grâce à une antenne installée sous le pare-brise. À cette information s'ajoute celle communiquée par un système de repérage installé, lui, près des roues. Il ne reste plus qu'à comparer ces données avec celles contenues sur le CD-ROM. Prenez la deuxième route à gauche. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. On vous dit quelle rue emprunter et à quel moment. Préparez-vous à tourner à gauche. Les rues interdites à la circulation sont indiquées sur l'écran. Si vous le désirez, l'écran vous situe sur une carte de la ville. Tournez à droite. Reste à ajouter des informations sur les embouteillages et les bouchons de circulation. Ces informations sont obtenues de la part des gestionnaires du trafic et transmises par l'antenne radio du véhicule. Renault n'a pas encore terminé la mise au point du système, mais ce n'est plus qu'une question de semaines ou de mois. On songe entre autres à avoir recours aux possibilités de la radio numérique. Un réseau numérique, le DAB, permettra bientôt de donner aux automobilistes des informations très spécifiques sur demande. Absence de vent et conditions anticycloniques, tous les éléments sont réunis pour favoriser la pollution, l'inspection... Il y a énormément de types d'informations qui sont très utiles à l'automobiliste. Prenons l'exemple des hôtels où il y a de la place, prenons l'exemple des parkings où il y a encore de la place. Par votre antenne radio, on pourra donc également vous transmettre des informations sur l'état des routes. On le voit, il faut la collaboration de plusieurs acteurs pour que le tout roule bien. Il faut numériser le territoire sur CD-ROM et mettre régulièrement à jour les données. Le but, c'est d'abord de trouver la destination. Dans un deuxième temps, on essaye de calculer des itinéraires qui soient les meilleurs possibles. Mais dire que c'est toujours le meilleur itinéraire, c'est bien prétentieux. Cette technologie se développe à Paris, mais à 5 000 $ pièce, ce n'est pas pour demain que ce système de guidage va désengorger notre pont Jacques-Cartier. Pour nous joindre, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez nous écrire par courrier ordinaire, vous pouvez nous envoyer un fax ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courrier électronique. C'est la fin de l'émission, donc le temps du Flash Techno. Et Stéphane, tu nous parles d'une nouvelle souris. Oui, après la souris intelligente et la souris à pédale, voici maintenant la souris stationnaire. Le Touchpad 2 de Cirque ou Cirque, si vous préférez. Ça prend moins de place sur une table de travail qu'une souris ordinaire parce qu'évidemment, on n'a pas à la bouger un peu partout. Tout ce qu'on a à faire, c'est de déplacer, de faire glisser le bout de notre doigt sur la surface du touchpad pour faire se déplacer le pointeur à l'écran. On tape légèrement pour un clic, 2 fois pour un double clic, et on peut également programmer les 4 boutons du touchpad pour lui faire exécuter des fonctions qu'on utilise fréquemment. Ce qu'on peut dire après quelques jours d'essai, c'est que ça prend un petit peu de temps à s'y habituer, mais une fois qu'on s'est habitué, c'est moins fatigant à l'usage, à mon avis en tout cas, qu'une souris traditionnelle. Alors le touchpad fonctionne sous DOS, Windows, Windows 95, Windows NT et même OS 2, désolé les amateurs de Mac, et ça se vend environ 70 $ en magasin. Évidemment, les amateurs de Mac, on est habitués avec les PowerBooks là, à des surfaces comme celle-là.
Eh bien, on invite les auditeurs à visiter notre site web dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. On y trouve, comme d'habitude, le contenu de nos chroniques et de nos reportages. Et la semaine prochaine, nous serons à Ottawa. Nous vous préparons un reportage sur le Microsoft canadien, c'est-à-dire l'entreprise Corel. On vous revoit la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. À bientôt. Ah.